Dans un premier temps, je veux traiter l'être humain. Donc, ce que je vais analyser, c'est l'être humain, c'est l'Homo sapiens. Ok. Et à ce niveau-là, on est tous des Homo sapiens. Donc, peu importe qui que tu sois, peu importe quel est ton but, ce que je veux traiter, c'est l'être humain. Et j'en parlais l'autre jour dans un podcast également. C'est un peu mon discours de tous les jours. C'est qu'on a tendance à pas traiter l'être humain. On traite directement le sportif ou le blessé du dos, etc., etc. Et on oublie les fondamentaux. Et les fondamentaux, eh bien, c'est de savoir si déjà tu bouges comme un être humain. Est-ce que tu as tout ce qu'un être humain devrait avoir? Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler à nouveau avec Kevin Ferreira, a.k.a. K-Swiss Fit. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Kevin, coach sportif, préparateur physique basé à Genève en Suisse. On avait déjà fait un épisode ensemble. C'est le premier épisode du Upside Strength podcast. On l'avait fait en anglais. Aujourd'hui, on fait ça en français. Kevin, bienvenue à nouveau. Et what up, Sean? Merci encore de m'avoir sur le podcast, cette fois-ci en français. Et c'est toujours un plaisir de partager avec toi. Écoute, c'est super de t'avoir à nouveau et encore une fois, je me réjouis de le faire en français. On verra comment on arrive à faire ça. Je pense 100% français, ça passera pas. Déjà, tu as parlé anglais, hein, c'est mort. Ah, ça va être du franglais, ça c'est sûr. Ouais, Ça ça c'est va être du sûr. franglais. Autant toi et moi, je sens qu'on a encore pas mal de ce qu'on a appris venant d'Amérique du Nord. On a encore nos pensées qui sont pas mal en anglais. Et des fois, c'est vrai que c'est difficile quand tu es lancé en français de trouver le vocabulaire adéquat. J'essaye vraiment de creuser là-dedans. Mais Mhm. toi, c'est un truc qui est venu rapidement, la transition anglais-français dans le training ou pas nécessairement? Alors, pas du tout, et c'est toujours un truc avec lequel je combats au quotidien. Et j'ai envie de dire merci à toi parce que j'apprends énormément à travers tes traductions et tes podcasts en vrai. Mhm, Parce que c'est vrai que tout ce que j'apprends, eh bien, c'est en anglais. J'ai aucune référence en français. mhm. Donc, tu vois, à force d'entendre les mêmes termes en français, en anglais, pardon, et après, quand je dois l'exprimer en français, ça devient très, très compliqué. Donc, je me tiens en franglais. Tu sais quoi, j'ai même abandonné. Je me dis, fuck it. C'est du franglais, et puis pourquoi pas? Ouais, pourquoi Pourquoi pas. Les gens, pas? faut que les gens ils apprennent de toute façon aussi dans Ouais, c'est l'autre ça. Mais sens. toi, tu t'en sors bien. D'ailleurs, j'ai noté hier, tu disais, j'ai toujours galéré à traduire movement patterns. Et Ouais. toi, hier, tu t'as dit quelque chose dans une vidéo où c'était dans tes stories, les patrons de mouvement. J'ai dit, fuck it, ça fait 10 ans que que j'essaie de traduire ce Ouais, truc et que ouais, j'ai ouais. jamais su traduire. Patron Donc, moteur, voilà. si je me trompe pas, c'est Patron ça. moteur, voilà, Patron voilà, c'est ce que moteur. tu as. Voilà, exactement. Donc, Ouais. voilà, merci pour l'éducation en français. C'est même pas moi qui l'ai trouvé celui-là, c'est Andreas Gabauer, je sais pas si tu connais, un coach qui est sur Oui, oui, Vevey. oui. Ouais, je Ouais, le suis grâce à toi. Ouais. ouais, ouais, voilà. Donc je lui avais demandé au début quand on avait commencé à se parler, parce qu'il lui Mhm, aussi il est plus sur l'anglais, mais il bosse aussi un peu en français. Et je lui avais mhm. demandé, il m'avait dit ah patron moteur peut-être. Je dis ah ça c'est pas mal, je vais creuser un peu, mais je crois que ça prend le flambeau pour l'instant. Donc petit Euh, shout out à Andreas là-dessus. Shout-out. Comment tu fais toi d'ailleurs? Parce que je me posais la question. Parce qu'on est francophone, mais on a tendance à plus penser en anglais. Ouais, Maintenant, moi je sais pas pour toi, mais moi personnellement, j'écris mes captions. ouais, J'écris en anglais et je traduis. Alors ça, j'ai honte, mais je vais le dire. Je traduis sur le Google Translate ou peu ouais, importe ouais. pour avoir la même chose en français. Ouais, ouais. Alors je sais Tu pas dis si toi tu fais la même chose. dans les descriptions, genre description Par exemple, sur Instagram et tout Insta, ça? Ouais, voilà, je vais avoir tendance à écrire en anglais pour ensuite le ouais, traduire ouais. en français et ensuite je corrige, bien entendu, si le traducteur n'a pas fait son travail. Mais... Exactement. Ouais, écoute, ça dépend. J'essaye. euh, j'essaye de me contenter du fait qu'il y a certains posts qui vont être que en anglais et d'autres qui vont être que en Mhm, français. J'ai, mhm, c'est une recherche d'équilibre constant entre les deux. J'ai pas non plus juste envie de faire du copier-coller sur tout ce que je fais. Certaines mhm, présentations qui sont importantes pour moi, j'essaie vraiment de les faire en français et en anglais. Et là, mhm, je prends mon temps soit pour les traduire et ça devient de plus en plus facile avec mon vocabulaire en français qui se développe parce que vraiment, j'avais aucune connaissance, pas aucune connaissance, euh, au niveau professionnel, j'avais rien en termes de fitness quand je suis parti de la Suisse pour aller au Canada. J'ai vraiment mhm, tout développé là-bas. Donc, en revenant, j'avais zéro vocabulaire au niveau fitness. mhm, Et bah, plus j'avance, là, ça fait 1 an et demi que je suis revenu. Plus j'avance, plus je me sens confortable en français, surtout quand on part dans les choses un peu plus techniques. mhm, Euh,
Donc, j'essaye maintenant de les rédiger en français si je veux que ce soit en français. Mais c'est Mhm. pas, des fois, j'utilise Google Translate aussi. Mhm. C'est pas une méthode parfaite encore. C'est constamment en train d'être ajusté dans ce sens-là. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, sachez que le travail que tu fais, hein, c'est un travail énorme de traduire français, anglais, de faire des présentations de langues, ce qu'on parlait avant, Ouais, ouais, ouais. ce qu'on disait avant. Et voilà, en tout cas, félicitations pour le travail. C'est très bien fait. Non, je te remercie, Kevin. C'est super cool. Je voulais parler un petit peu avec toi aujourd'hui, de manière générale, revenir un peu sur le confinement qu'on a eu ici en Suisse, de Mhm. l'impact que ça a eu sur toi, ta profession, Mhm. ce que tu faisais avec tes clients en privé, et comment tu as traversé cette période difficile qui était difficile pour tout le monde, hein, Mhm. mais je pense que certains, et t'en fais partie, ont essayé d'en tirer le plus possible, malgré le fait que c'était un gros bouleversement avec des choses avec beaucoup d'inconnus aussi à la sortie parce qu'on ne savait pas quand ça allait s'arrêter, etc. Comment toi, tu as approché le truc, on va dire, c'était quoi? C'était mi-mars, je crois, Mhm. si je ne me trompe pas. Comment est-ce que toi, tu as attaqué le problème et dans ta tête, comment tu as process tout ça en fait? Mhm. En fait, c'était un peu marrant parce qu'au début, j'en rigolais, tu vois, quand ça avait explosé de l'autre côté du monde. Ouais. Et après, j'ai eu l'occasion de parler avec des experts, des médecins qui étaient dans le domaine que je connaissais et qui m'ont fait réaliser qu'en fait, c'était un truc beaucoup plus sérieux que ce que je pensais. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à prendre le truc au sérieux. Je me suis dit, c'est vrai que c'est un peu arrogant de penser que c'est à côté en Italie et la même chose ne va pas arriver chez nous. Alors du coup, j'ai commencé à développer un peu cette peut-être paranoïa, tu vois, quelque part, en disant qui était justifiée parce que c'est venu et même avant qu'on l'annonce. Donc avant qu'on l'annonce, déjà, j'avais déjà, je m'étais déjà confiné, si tu veux, Mhm, avant l'annonce officielle du confinement. mhm, Et ça, une semaine à l'avance. mhm, Donc, je me rappelle pour la petite histoire, je suis même allé chez ma mère et mon petit frère, parce que j'habite avec ma copine. Et à 5 heures du matin, j'ai ouvert la porte et je dis, plus personne sort d'ici, tu vas pas à l'école, mon petit frère, toi, ma mère, tu vas pas travailler, c'est fini. Parce que je me suis dit, voilà, ça fait flipper. ouais, Alors, du coup, j'ai cessé directement les activités avec mes clients, donc les one-on-ones. Ceci étant dit, j'ai une clientèle très limitée pour les one-on-ones parce que mhm, ça fait déjà maintenant 2 ans et demi que j'ai créé une compagnie en ligne, si tu veux, où aujourd'hui, on est 5 coachs mhm, qui, euh, avec qui on utilise le même processus de pensée. Si tu veux, on utilise mon processus de pensée, mais avec leurs skills de coach et leurs spécialités également. mhm, Donc, les gens qui veulent travailler avec moi, eh bien, on a l'occasion de le faire à travers ces plateformes justement en ligne. mhm, Et j'ai l'occasion de déléguer aussi le travail à d'autres coachs en qui je crois mhm, et qui utilisent mon système de pensée, si tu veux. Donc, j'avais déjà une clientèle qui était en ligne. mhm, Donc, ça m'a pas, pour moi, en soi, à la base, ça allait pas faire un choc conséquent à ce niveau-là, mais j'ai quand même voulu garder mon intégrité. J'ai envoyé un email à tout le monde en disant que j'allais freeze les memberships, leur abonnement, mhm, parce que je sais qu'ils n'allaient plus avoir accès à la salle de sport. ouais, Et encore une fois, ça c'était avant le confinement officiel, l'arrêt total des salles de sport. Et, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'avais pas de souci avec le fait de rester confiné. Une semaine après, ou je crois 1 ou 2 semaines après, j'ai vu que les gens voulaient quand même continuer à s'entraîner. Donc, il y avait moyen de le faire à la maison. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas plus mal, tu vois. C'est pas plus mal de le faire à la maison et on n'a pas besoin de grand chose pour le faire. mhm, Quand on sait s'entraîner, quand on sait avoir une structure d'entraînement, eh bien, on peut le faire depuis n'importe où. Et si on a quelques équipements, quelques extras, eh bien, on peut faire plein de choses. mhm, Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un fournisseur ici qui s'appelle le Men's Fit Store et je lui ai demandé de faire un deal pour mes clients, en fait. Donc, pour tous mes clients en ligne qui voulaient continuer à s'entraîner, ils allaient avoir un pourcentage, un discount sur leur équipement et je leur ai conseillé de prendre l'équipement de base. Donc, deux haltères en fonction de ce que je connaissais déjà par rapport à eux. Je recommandais le poids environ, mhm, des élastiques, éventuellement une barre de traction. Et après, on allait justement trouver les configurations adéquates avec ce matériel-là. mhm. Et c'est ce que, je dirais, 70% des clients ont fait. Donc, 70% des clients ont désiré continuer le travail en ligne. Donc, à ce niveau-là, pour moi, ça s'est bien passé. J'ai pu continuer avec eux et on a continué à faire des gains.
Tu vois, et là, je les ai eu récemment au téléphone avec certains avec qui on terminé les contrats et qui sont restés en bonne forme physique, ils sont très contents et reçoivent des commentaires. Comment ça se fait que toi, t'es meilleur enfin, t'as un meilleur look après le confinement que nous, tu vois, on s'est laissé Mhm. aller. Et donc voilà, donc à ce niveau-là, ça s'est bien passé. J'ai eu l'occasion de travailler sur d'autres projets également et j'ai eu l'occasion d'avoir du temps pour moi aussi. Ça, c'était plutôt bien, tu vois. Donc, du temps pour moi avec ma copine également, parce que tu sais, cette fast life, on travaille tout le temps et on ne se voit pas forcément. Donc là, c'était cool je crois que c'était la première fois depuis qu'elle est revenue, elle est venue vivre de New York ici. C'était la première fois où on s'est vraiment posé tous les soirs, on avait des dîners ensemble, Mhm. etc. Donc, à Mhm. ce niveau-là, c'était cool, tu vois. Et Ouais. toi? Ouais, écoute, j'avais quelques coachings privés. J'ai pas mal de clients en ligne à la base déjà. Donc ça n'a pas changé grand-chose. J'ai commandé pour chacun de le jour où tout s'est fermé, j'ai commandé un élastique pour chacun de mes clients. Je leur ai envoyé à chacun par la poste. Je suis allé vite à Colovray au stade là, à Nyon. J'ai filmé, je sais plus, 30, 40 vidéos de différents exercices qu'on peut faire avec une bande, que ce soit des exercices après renforcement. Voilà, on sait tous les deux ce que ça vaut avec un petit élastique vert, mais tout ce qui est des substituts pour la course à pied notamment, Mhm. parce que vu que je travaille avec pas mal de gars du rugby, l'idéal c'est de continuer à courir. Et si on ne peut Effectivement. pas courir dehors, il y a des façons de travailler pour courir à l'intérieur, même sur place, avec un petit élastique comme résistance, qui était utilisé notamment par les sprinters au Canada, en Ontario, quand il faisait trop froid l'hiver, quand ils ne pouvaient pas courir dehors, et ben, ils couraient dans leur basement. Ils Mhm. avaient juste un petit yoga mat par terre, ils avaient un petit élastique pour les retenir et ils faisaient toute leur gamme athlétique, tous les trucs comme ça sur place en fait. Donc je me suis inspiré un peu de ce travail-là de Charlie Francis et j'ai essayé de construire quelque chose autour de ça. Donc j'ai continué avec et comme toi, ajuster les programmes au fait que il y avait beaucoup moins d'équipement que s'ils allaient au fit avant, etc. Mais ils ont tous continué à s'entraîner. Coaching privé en pause. Et puis, bien sûr, le rugby était en pause aussi. Donc, c'était vraiment le mauvais moment parce qu'on. Oups, j'ai un petit reverb sur le casque. OK. Tu m'entends toujours, c'est bon? Je t'entends au top, hein. Ok, nickel. C'était vraiment le mauvais moment parce qu'on avait fait une grosse prépa d'hiver et on était arrivé mi-mars. On était vraiment, vraiment bien physiquement. On était vraiment prêt pour attaquer cette deuxième partie de saison. On était deuxième au championnat à ce moment-là. Et ouais, c'était la semaine du premier match, je crois, que Mhm. tout s'est fermé. Le week-end, juste après qu'ils ferment tout, il y avait un match de l'équipe suisse qui devait se jouer à Genève. Ça allait être un gros week-end de rugby. Il y avait quelques gagnants qui allaient jouer soit en Suisse A, soit en Suisse, la première équipe. Donc ça a un peu tout bouleversé. Mais autant sur ce côté-là, on a aussi, au niveau du club, on s'est tout de suite consulté avec les coachs et on a mis en place des visioconférences chaque semaine pour les joueurs, que ce soit au niveau technique et tactique. Donc, ils ont revu pas mal de trucs 2 fois par semaine avec les coachs. Sur 2 mois et demi, on a fait ça. Moi, j'avais 2 séances par semaine de visio avec autant l'équipe senior homme, autant avec l'équipe des filles et avec les juniors aussi, où j'étais dispo pour répondre à des questions autour de la préparation physique, avec des fois certains thèmes spécifiques, des fois c'était plus questions-réponses. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Comment je progresse de ça à ça, etc. Donc, et puis après, ça a donné l'opportunité aussi de pousser à fond sur tout ce qui est podcast et vidéo. Et vu que je ne pouvais pas sortir, j'ai fait le maximum depuis la maison. Tu as parlé de développement personnel aussi un petit peu, autant niveau relationnel avec ma femme, avec notre fils. Je pense que pour certaines personnes, ça a été une période très, très difficile. Pour moi, je dois dire que c'était une période très, très bénéfique de ce côté-là parce Mhm. que en général, j'ai de la peine à ralentir la façon dont je pense. Je suis tout le temps à 1000 à l'heure dans ma tête. J'adore ce que je fais au niveau du travail, donc je fais beaucoup de ça. Et ça m'a vraiment forcé à prendre un pas de recul quand même, à prendre la moitié de la journée pour être tranquille avec ma famille, pour aller marcher en forêt parce qu'on n'avait pas d'autre solution, ou juste sortir pour une petite balade en bas. Et c'était vraiment une période intéressante de ce côté-là, j'ai trouvé. Après, voilà, financièrement, il y avait quelques complications, mais on a de la chance en Suisse avec le système qu'on a, où même en tant qu'indépendant, ils ont dû pousser un petit peu, mais on a pu Mhm. toucher quelques indemnités par rapport à ça. Et puis, ben, écoute, il semblerait qu'on est un petit peu de l'autre côté du problème, en tout cas à l'heure actuelle,
Euh, comme toi, quand tu as dit que tu t'étais auto-confiné avant que les consignes descendent du Conseil fédéral, je pensais pareil que toi au début. Je disais, putain, ils en font pas assez, il faut qu'ils ferment tout de suite, parce que sinon, bah, regarde l'Italie, ça va être la misère. Et au final, en hindsight, je pense que honnêtement, si on regarde toutes les autres courbes, tous les autres pays, ils ont vachement bien géré l'affaire. Il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu de débandade publique, machin. Donc, je pense qu'honnêtement, on a beaucoup de chance avec ce qui s'est passé ici. Et pour l'instant, ça a l'air d'être. Il y a deux, trois cas qui pop up à gauche, à droite, mais ça a l'air d'être assez stable. Donc, en allant de l'avant, j'espère que ça peut rester comme ça. Ouais, j'espère aussi. Non, c'est vrai qu'ils ont fait un bon travail. Et j'ai pas mal critiqué, hein, donc je sais admettre mes torts. C'est vrai qu'ils ont bien géré la situation après tout. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on pense que ça commence à revenir pas mal. Moi, j'ai été testé vendredi. Mhm. J'ai été testé parce que j'étais avec une personne en contact qui était testée positive. Mhm. En fait, je me suis rendu compte à quel point ça va vite à ce moment-là. Parce Ouais. que j'ai dû annoncer à mes potes ou toutes les personnes qui étaient en contact avec moi, que j'étais avec quelqu'un qui était voilà, positif. Ouais. Et puis tout d'un coup, c'est mais j'étais avec ma copine qui allait à un repas de famille, qui allait à un anniversaire. Et puis c'est là où tu te rends compte à quel point ça spread. Mhm. Et donc voilà, mais espérons que la situation revienne qu'on revienne à la normale. Exactement. Tu as parlé encore une fois de développement personnel pendant cette période-là. Qu'est-ce que toi, tu as fait pendant le lockdown, pendant le confinement, pour pas côté client, pas côté, on va dire, relationnel avec ta copine ou ta famille, Mhm. mais vraiment côté développement personnel et professionnel? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour continuer à aller de l'avant dans cette période un petit peu en suspens? Écoute, moi j'en ai profité pour continuer dans mes lectures, peut-être à un rythme un peu plus poussé que ce que je faisais auparavant. Donc j'avais Mhm. quelques livres. Moi je suis un nerd un peu comme toi et j'adore lire et j'ai tout le temps cette impulsion où j'achète des livres et j'ai pas forcément le temps de les lire. Ouais, Et du coup, j'ai pu passer plus de temps dans la lecture, ouais, que ce soit la lecture dans l'aspect technique du sport, ou alors d'autres livres qui n'avaient rien à voir. Tu vois. Donc là, je m'étais pas mal attardé sur le livre Sapiens. mhm, J'ai pu le terminer, ouais, qui est un très, très, très bon livre d'ailleurs, et qui m'a permis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de mieux comprendre en fait l'être humain et ce que je fais dans mon métier également. Donc, ouais, comme quoi tout est lié. Et ouais, donc c'est principalement ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé pas mal de temps à étudier, comme d'habitude. D'habitude, j'ai une fenêtre de temps qui est assez limitée ouais. pour réviser, pour continuer à apprendre. Et là, j'avais un peu plus de temps. Ma copine a fait pareil. Donc, on était dans un environnement qui nous a permis justement de continuer à se développer, que ce soit dans notre métier ou que ce soit dans un aspect général. Tu vois. Donc, c'était un Ouais. peu ça. Ouais, dans le podcast qu'on a fait, le premier podcast, tu avais parlé tu avais conseillé aux coachs qui cherchaient à s'enrichir de toujours acheter 3 livres sur un sujet pour avoir des perspectives différentes. Mhm. Toi, quand tu lis des livres, est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu soulignes des trucs? Est-ce que tu relis après? C'est quoi ton processus pour essayer d'intégrer tout ce que tu lis dans ce que tu connais déjà et en faire ton propre modèle plutôt que de juste avoir des piécettes d'informations à gauche, à droite? Alors, ça dépend du livre. Si je lis un livre qui est plus un livre technique, donc si on parle de l'aspect technique uniquement de l'entraînement, alors je souligne à chaque fois. J'ai toujours Mmh. un stabilo boss et je souligne. Éventuellement, je prends des notes à côté. Et ce que je fais, c'est qu'en général, je vais lire une dizaine de pages, par exemple. Si le temps me permet de lire une dizaine ou une vingtaine de pages, je lis cette dizaine de pages et ensuite, avant d'entamer le prochain chapitre, le jour suivant, eh bien, je reviens sur mes notes. Et en parallèle de ça, si c'est un nouvel auteur, eh bien, je vais continuer à faire des recherches sur l'auteur. C'est-à-dire que je vais écouter des podcasts sur l'auteur, je vais regarder des vidéos sur l'auteur, etc. Et c'est comme ça que je forge un peu mon opinion sur la chose. Et je vais faire pareil donc avec chaque livre. Alors, ça dépend du procès, ça dépend, ça varie. Parfois, je peux lire 2 livres sur le même sujet d'auteurs différents, ou alors je vais finir complètement un livre et ensuite je vais entamer un autre. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire maintenant, ce que je pense, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de lire en parallèle, donc en même temps. Parce que on est vite biaisé, comme je dis, on apprend quelque chose de nouveau et on se dit, ah, ça c'est la meilleure façon de le faire.
Et même si cette durée de temps, elle est courte, pendant cette durée de temps, eh bien, tu es quand même biaisé par la vie de l'auteur parce que c'est quelqu'un qui vient de t'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, je pense que l'approche en parallèle me correspond plus, même si je prends plus de temps à absorber toutes les informations. Donc, Mm. voilà. Je ne sais pas comment tu procèdes, toi. Euh, J'aime beaucoup souligner. Donc, je fais Mhm. pas au stabilo, mais je fais au stylo, au crayon. Ouais. Je pense pour moi, un livre, ça doit être vivant. Un livre sans. D'ailleurs, j'ai essayé Kindle et tout ce qui est en ligne, etc. J'arrive Ouais. pas. Des fois, Ouais. il y a des livres que j'ai lu deux, trois livres comme ça ces dernières années, mais c'était vraiment parce que j'avais pas d'autre choix ou parce qu'il était là et je l'ai lu. Mais sinon, j'aime vraiment le papier encore, même si côté écologique, c'est pas top. J'aime avoir le papier en main, j'aime écrire sur le papier, j'aime essayer d'écrire. J'ai souvent des idées que je note à côté avec un point d'interrogation si ça a un lien avec un autre paradigme que j'ai en tête. Quand je prête mes livres, j'essaie de le demander aux gens qui prennent ou qui empruntent mes livres de mettre leurs propres notes dedans. Mm. Si dans mon monde idéal, si j'avais une belle bibliothèque, elle serait remplie de livres avec des notes de plein de gens différents. Ok. Parce que je trouve que ça enrichit le livre énormément d'avoir toutes ces perspectives qui sont ajoutées au cœur du sujet, si on veut. Mhm. Euh, J'essaye de plus en plus, et ça je le fais de plus en plus, je le faisais moins avant, de retranscrire mes notes une fois que j'ai pris mes notes. Ouais, Euh, ça, c'est un truc que j'ai remarqué que tu faisais mm, et que j'ai voulu implémenter parce que je pense que c'est même la meilleure façon d'assimiler les choses. mhm, Parce qu'après, mhm, je vois que tu les enseignes également. mhm. Et c'est la meilleure façon d'apprendre au final. Mais c'est C'est vrai que ça. ça demande pas mal de temps aussi. Donc, j'ai du mal à gérer encore cet aspect-là. Mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a inspiré enfin, chez toi. J'ai vu comment tu procédais. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais, comme tu as dit, c'est beaucoup de travail, mais au final, je pense que. Et après, c'est comme tu as dit, l'enseigner, je pense, et même juste pour moi, l'effort de le communiquer sur les réseaux. On parlait de ça tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement, on va dire, la quantité du contenu qu'on essaie de produire, toi et moi, et la qualité aussi qu'on essaye de quand même garder malgré le fait qu'on produit énormément de contenu. Pour moi, c'est surtout, avant tout, c'est un challenge pour moi d'essayer comme tu as dit, est-ce que je peux l'expliquer correctement? Est-ce que je l'ai bien Mhm. compris? Parce que si je ne peux pas l'expliquer, ça veut dire que je ne l'ai pas compris. Si je l'ai Mhm. lu, ce n'est pas assez. Il faut que je puisse l'expliquer de A à Z à quelqu'un, que ça ait du sens. Et donc, c'est dans cet effort-là que je produis énormément de contenu, dans le sens où ça met tout de suite mes pensées à l'épreuve. Je le mets en gros, c'est sur la place publique. Et s'il y a des gens qui veulent me dire que je dis de la merde ou que je fais de la merde, ils peuvent le faire. Et je vais le Mhm. prendre et je vais me dire, OK, il faut que je retravaille cet aspect-là. Donc, je pense, dans cet effort-là, d'essayer, comme tu as dit, de synthétiser un petit peu l'information. Si j'arrive après à reprendre mes notes et à les réintégrer soit dans quelque chose d'autre, soit même de les réécrire ou de les reformater à ma sauce, ce que Mhm. j'essaie de faire en ce moment, notamment avec tout ce qui est du côté des filières énergétiques, où Mhm. pendant le confinement, pendant 2 semaines, je crois que je sais pas, j'ai dû passer 6 heures, 8 heures par jour à lire et regarder des vidéos, à prendre des notes sur le sujet, que ce soit au travers du matériel de Evan Pycon. Je ne sais pas si tu es familier avec lui. Je connais à travers Euh, toi. Ouais. ouais. Donc, il a énormément de contenu sur ce sujet-là. Lire les ressources, tout ce qui est des papiers scientifiques qu'il cite et qu'il mentionne notamment. Dans 2 semaines, j'ai fait que ça. Et là, ce que j'ai commencé à faire, c'est écrire une série d'articles et de vidéos en parallèle qui essayent de, en gros, reprendre l'idée depuis le départ et de réexpliquer ou voilà, de faire sens, on va dire, des nouvelles informations. Et puis que ça joue, que ça s'intègre dans la compréhension populaire, on va dire, parce que c'est facile de partir sur de la bioénergétique au niveau physiologie, etc., des mécanistiques, c'est très, très compliqué et j'ai conscience qu'en parlant de choses à ce niveau-là, on peut perdre beaucoup de gens. Mhm. Donc, si moi, j'ai la capacité, au travers du travail que je fais, de synthétiser les choses pour que ça ait du sens, même à la personne, on va dire, lambda ou qui n'a pas nécessairement de connaissances en biochimie, on en revient à la fondation, c'est le plus simple. Mhm. Et si on arrive à le transmettre de ce niveau-là, on va pouvoir toucher plus de monde. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Non, c'est clair. Et moi, je dis toujours ça. Je dis que j'apprends toujours de personnes qui sont beaucoup plus intelligentes que moi, mais qui n'ont pas forcément cette capacité à communiquer les choses de manière simplifiée, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, j'estime que c'est ce que je fais. Donc, j'apprends des gens qui sont très, très, très intelligents et
ça me demande pas mal de travail, de tout assimiler. Mhm. Et une fois que j'ai tout compris, eh bien, je sais l'expliquer de manière très simple. Et pour être honnête avec toi, je pense que si tu sais pas l'expliquer de manière très simple, c'est que tu l'as pas compris au final. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Sur, donc toi, tu travailles énormément avec le FR system, avec FRC, Kinstretch. Tu Mhm, as fait notamment des classes de mobilité pendant le confinement en ligne qui mhm, étaient très, très populaires. Donc, je recommande que les gens aillent mhm. checker ça s'ils sont intéressés Merci. par le travail que tu fais là-dessus. Je suis intéressé par la façon dont ton courant de pensée il a évolué sur l'idée de la mobilité depuis le moment où tu as commencé à être, on va dire, exposé à cette idée, à ce modèle, si tu veux, qui vient de Dr. Andrew Spina, Mhm. Tensegrity et tous ces concepts-là. Est-ce qu'il y a des choses que tu pensais au début que maintenant, avec ton expérience et ta pratique et le temps qui a passé aussi, ont changé? Est-ce que tu as changé d'avis sur certaines choses au sein même de ce modèle de pensée? Au sein même du système, je dirais que non, je pense que j'ai été plutôt dans l'évolution et j'ai amélioré ma compréhension du sujet. Mhm, Alors, quand tu fais la première certification, eh bien, tu t'en sors avec plus de questions qu'autre chose, en fait. C'est pas, t'as pas vraiment une compréhension du sujet. Et encore une fois, on te présente une théorie, on te présente des idées. Après, il y a tout l'aspect pratique qui rentre en jeu. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est pratiquer sur moi-même, sur les gens avec qui je travaille, avant de valider quoi que ce soit. Et mhm, c'est un peu ma frustration aujourd'hui. Je vois les gens qui font un cours et qui vont répéter directement ce que le gars a dit et publier alors qu'ils n'ont aucune expérience pratique dans le domaine. mhm, Et ça, c'est un peu le truc qui me frustre. Et de toute façon, je le vois. Je le vois. Ça, ceux qui savent, savent. Et je sais que tu peux relate. Mais donc, au sein du système, non. Pour être honnête avec toi, pour moi, c'est un système qui a tellement de sens. Et plus je vais chercher profondément, plus je me dis que ces gars ont vraiment compris des choses que les autres n'ont pas compris. Alors, dans le sens où moi, ce que j'aime avec eux, avec ce système, c'est que ils ont rien à réinventer. Ok, ce qu'ils ont permis, en tout cas moi personnellement, ce qu'ils m'ont permis de faire, c'est de connect the dots. Tu vois. mhm, Donc j'avais déjà ma connaissance sur euh, l'entraînement de performance, sur le strength training, sur mhm, toutes ces différentes entités ou méthodologies ou modalités qu'on voit de manière séparée. Et si tu veux, ça m'a permis de créer cette espèce de web, cette connexion entre tout ça, relier le tout mhm, et connaître exactement quel est le point de départ. mhm, Et si tu veux, le système est tellement bien construit que à chaque fois que tu vas atteindre un nouveau cours, eh bien, tu vas débloquer quelque chose qui manquait durant le cours précédent. Tu vois. Je leur donne tous les props parce que c'est un système qui est bien fait, qui est très bien créé de A à Z. Et donc voilà, ça m'a permis d'améliorer ma compréhension du corps humain, ce qui m'a permis d'améliorer mes performances personnelles et les performances de mes clients parce que il présente la chose avec en fait, avec la logique derrière, du sens commun mhm, et de la science. Et si tu veux, pour moi, ça a vraiment du sens. Et plus j'avance dans mes connaissances du corps humain, que ça soit au sein du système ou en dehors du système, c'est ce que je dis, c'est que la plupart des choses qui peuvent être prouvées scientifiquement peuvent être résumées par du sens commun, la plupart du temps. Et quand je remarque tout ça, je me dis, ah ouais, au lieu de chercher même l'évidence scientifique, je cherche d'abord à comprendre le sens commun. Donc, ouais, synthétiser les choses, si tu veux, et les simplifier. Je me dis, OK, est-ce que là, d'un point de vue, tu vois, d'homme, quelqu'un qui connaît rien sur la physiologie, est-ce que déjà ça a du sens? mhm. Et après, je dis oui ou non, tu vois. Ouais, Et tu n'as même pas besoin d'aller plus loin, tu vois. Alors, plus, plus je m'enrichis, si tu veux, intellectuellement au niveau de mon savoir sur le corps humain, sur la performance ou autre, eh ben, plus j'arrive à le résumer avec du sens commun. mhm. Mais on a remarqué que le sens commun, c'était pas très commun de nos jours. C'est pas donné à tout le monde. On reviendra là-dessus dans quelques minutes. Je veux creuser un peu plus. Tu as parlé de ton système de pensée que tu utilises notamment avec la façon dont tu programmes en ligne, la façon dont les coachs qui travaillent avec toi et autour de toi travaillent aussi, ou en tout Mhm. cas s'inspirent pour ensuite produire leur travail. Mhm. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce système de pensée qui est le tien
de comment il est fondé, de quels sont les éléments principaux, qu'est-ce qui est les valeurs que tu tiens là-dessus? Alors, mon système de pensée, il est construit de la manière suivante. Dans un premier temps, je veux traiter l'être humain. Donc, ce que je vais analyser, c'est l'être humain, c'est l'Homo sapiens. Ok. Et à ce niveau-là, on est tous des Homo sapiens. Donc, peu importe qui que tu sois, peu importe quel est ton but, ce que je veux traiter, c'est l'être humain. Et j'en parlais l'autre jour dans un podcast également. C'est un peu mon discours de tous les jours. C'est qu'on a tendance à pas traiter l'être humain. On traite directement le sportif ou le blessé du dos, etc., etc. Et on oublie les fondamentaux. Et les fondamentaux, eh bien, c'est de savoir si déjà tu bouges comme un être humain. Est-ce que tu as tout ce qu'un être humain devrait avoir? Donc, peu importe ce qui se passe, on devrait commencer là. Alors, cette fondation articulaire, pour moi, c'est la fondation, c'est là où on devrait commencer. Donc, le processus de pensée va être dirigé en fonction de mon analyse articulaire dans un premier temps. Donc, à partir de là, je sais où on doit commencer. Donc, je vais commencer par une évaluation. Et l'évaluation va me permettre de construire chaque étape. Okay? Parce que sans évaluation, eh bien, c'est que du guesswork. On ne sait pas du tout où on va. On utilise des modalités ou des exercices juste parce qu'elles ont ce label en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'est un grand problème selon moi dans l'industrie du fitness et de la performance. Et ça me frustre énormément quand on fait les choses de manière arbitraire, qu'on s'est fondé sur rien du tout. Et ça me gêne énormément. Donc, le processus de pensée est fait de la manière suivante. On fait une évaluation, on regarde si tu as ce que tu devrais avoir. On va contextualiser les choses et on va se dire, OK, est-ce que cette personne a ce qu'elle devrait avoir pour son contexte, qui va être le sport qu'elle pratique, l'activité qu'elle pratique, etc. À partir de là, on va pouvoir faire une sélection d'exercices pour que cette personne puisse faire ou améliorer ce qu'elle veut faire. Parce qu'au final, quand les personnes viennent te voir, elle vient te voir pour un but précis. Mais ce que je dois faire, ce que je dois choisir, moi, eh bien, c'est choisir les choses les plus appropriées pour cette personne pour que ce qu'elle fasse, eh bien, ça reste dans sa capacité. Mhm. Et en parallèle, ce que je veux faire, eh bien, c'est construire ce qu'elle n'a pas. Et c'est un peu comme ça que je procède. Après, en très simple, hein, moi, je dis la programmation, c'est complexe, mais encore une fois, si on utilise le sens commun, on peut résumer ça de manière très simple. C'est de travailler sur nos points faibles, sur les choses qu'on n'a pas. Et on a tendance à s'attarder sur les choses sur lesquelles, voilà, sur les choses qu'on aime faire ou sur les choses sur lesquelles on est bon. Mais Mhm. c'est pas là qu'il y a du progrès. Parce que si on est bon sur quelque chose, eh bien, c'est que notre corps s'est déjà adapté. Et si notre corps s'est déjà adapté, eh bien, de un, la marge de progrès est soit minime, soit la marge de progrès est nulle. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là où on doit s'attarder sur les choses sur lesquelles on ne s'attarde jamais, sur nos points faibles. Et à ce moment-là, on va être capable d'exprimer encore mieux nos points forts. Mhm. Et c'est comme ça que je vois la chose. Et c'est le speech que j'ai tous les jours avec mes athlètes, entre autres. Est-ce que pour toi, dans ton panel de compétences en tant que coach, il y a encore pas des trous, mais des domaines où tu veux creuser un petit peu plus, où il y a des choses où tu n'es pas encore satisfait de ton niveau de connaissance dans certains domaines au niveau du coaching et que tu veux approfondir et que tu peut-être es en train de travailler là-dessus maintenant ou veux creuser un petit peu à l'avenir? Hmm. Oui, alors à 100%, et c'est marrant parce que j'ai vu qu'on était dans la même lignée. Dernièrement, ces 2 dernières années, je me suis beaucoup plus attardé sur le côté athlétisme. Donc tout ce qui était sprint, tout ce qui était saut, etc. Mhm. Et c'est là où j'ai voulu plus m'attarder. Donc tu as parlé de Charlie Francis, c'est quelqu'un que j'ai étudié également. Barry Ross, j'ai appris également. Donc tu vois, j'ai vu que tu étais pas mal dans le sprint également. C'est un truc sur lequel je me suis penché également depuis une année et demie, 2 ans. Tu as mentionné Atlas aussi, c'est une équipe qui sont fantastiques. Ouais. Donc voilà, c'est un truc sur lequel j'ai essayé de vraiment plus m'attarder et de mieux comprendre les aspects techniques sur lesquels j'avais des lacunes.
Mmh. Donc, j'en ai encore énormément et j'ai envie d'améliorer tout ça, si tu veux. Parce que c'est vrai qu'avec même certains de mes athlètes, j'ai dit, OK, c'est le moment de euh, prendre un coach en sprint ou un coach en ça, tu vois. Et c'est vrai que des fois, je me retrouve pas forcément avec la coach en question et je me dis, fuck. Alors, en fait, c'est cette frustration, tu sais, où j'ai l'impression que, OK, je dois apprendre le truc que je sais pas parce que je suis pas assez satisfait avec le fait de refer out to someone else. Quelqu'un Délégué, ouais. qui, Ouais, au ouais. final, va pas, tu vois, déléguer. Voilà, je peux pas déléguer à quelqu'un et au final, je sens que le travail va pas être bien fait. Alors Ouais. que, en vrai, je pourrais très bien rester dans mon domaine et on pourrait avoir cet échange, si tu veux, où on travaillerait tous ensemble. Mhm. Mais malheureusement, j'ai pas la capacité de le faire parce que j'ai pas trouvé les bonnes personnes, tu vois, encore avec qui je pourrais collaborer au quotidien, tu vois. Je suis content de te connaître toi parce que je passerai mes athlètes les yeux fermés, tu vois. Je sais que t'as la même passion, la même fougue. Et, mais voilà, c'est un truc, c'est pour ça qu'en fait, quand je sens que j'ai une lacune, eh bien, je me sens obligé d'apprendre, d'en apprendre plus sur le sujet jusqu'à ce que ça devienne éventuellement un de mes domaines d'expertise. Et ça, la nutrition, ça s'est fait exactement la même chose. J'ai jamais voulu m'attarder principalement sur la nutrition. C'est juste que j'entendais tous les bullshit, encore une fois, qui se balançaient. J'ai dit, fuck it. Alors, j'ai dû passer les dernières années à apprendre, à étudier, à aller chercher, faire des séminaires, etc. Pour en comprendre plus, tu vois. Et au final, je pense que je vais bientôt arriver à un autre stade où je vais atteindre un plateau et je vais dire, OK, je ne sais pas quoi faire, il faut que tu ailles voir X et Y. Et je me dis, en fait, non, je vais apprendre ce que X et Y fait parce que je pense que si j'y mets du mien, eh bien, je peux donner un bon service. Mais je dirais que pour l'instant, ouais, c'est tout ce qui est côté athlétique et aussi dû au fait que ces dernières années, eh bien, j'entraîne plus d'athlètes de haut niveau, donc j'ai envie d'améliorer ça également. Ouais, c'est intéressant, comme tu dis, l'idée de soit ben, il faut que tu combles tes propres brèches, soit tu es content de refer out et d'envoyer tes athlètes et tes clients vers d'autres spécialistes, en fait. Mais comme tu as dit, ça te demande d'avoir un réseau avec des spécialistes compétents en qui tu as Mhm. confiance. Et comme Exact. tu as dit, c'est pas toujours quand tu. Et je pense, et je pense de manière très similaire à toi dans ce domaine-là, dans le sens où je porte énormément d'importance à la qualité du service que j'essaie de fournir à mes clients. Et je sais que toi, tu le fais aussi. Et donc, je comprends que nos standards, ils sont très, très élevés en termes de qu'est-ce qu'on Mhm. attend des autres coachs qui vont devoir travailler avec nos clients, surtout si c'est nous qui leur disons d'aller les voir. Parce s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, ben c'est pour notre gueule, c'est notre faute. Exact. Exact. En tant que référent, en tant que la personne in charge, et c'est nous qui avons dit, eh ben, voilà, va parler à tel et tel. Si tel et tel il fait de la merde, c'est notre faute parce que voilà. Donc c'est intéressant, mais je pense que et on en revient un petit peu à l'idée du généralisme contre la haute spécialisation, la spécialisation très très avancée, et cet équilibre qu'il faut essayer de trouver entre les deux, entre est-ce que tu Mhm. deviens spécialiste en un truc et tu parles que de ça et tu fais que ça très, 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 très bien, ou est-ce que tu es plus côté généraliste? Et je crois que toi et moi, autant toi que moi, on est plus côté généraliste parce qu'on a envie we want to see the whole, on a envie de comprendre le tout et on veut connecter tous les points. Et comme tu as dit, à un moment donné, peut-être qu'on n'aura pas les compétences pour une certaine chose et il faudra envoyer nos athlètes et nos clients quelque part d'autre. Mais tant qu'on a le temps et la capacité d'apprendre et de continuer à s'enrichir, il faut qu'on le fasse pour le bénéfice du service qu'on essaie de fournir. Bien sûr, et tout en restant humble, dans le sens où si on ne sait pas quelque chose, eh bien, on va le dire qu'on on ne sait pas, Mhm. et on va également dire à nos clients qu'on va faire la recherche pour chercher à s'améliorer. Donc, moi, Mhm. j'ai aucun problème à dire que je ne sais pas, tu vois. Mhm. Et je pense que c'est un problème dans l'industrie, justement, où on dirait que c'est un problème de dire qu'on ne sait pas quelque chose. Non, si tu sais pas, tu sais pas, et fais-le surtout pas si tu sais pas, parce que encore, c'est ce que ça en revient à ce que je disais auparavant, les gens qui font un cours et qui crachent le truc alors qu'au final, tu ne sais rien du tout. Tu as juste entendu quelqu'un répéter quelque chose, mais tu ne sais pas. Tu n'as même pas la théorie complètement et tu n'as surtout pas la pratique. Donc voilà, pour moi, c'est pas un problème et il faut continuer à apprendre constamment, tu sais. Après, moi, c'est vrai que je suis plutôt de ton côté aussi. Je préfère cette approche généraliste, pour être honnête avec toi. Parce que, selon moi, quand tu es un spécialiste, eh bien, tu as énormément de lacunes. Et je pense que même l'approche conventionnelle de l'entraînement ou de la médecine en général, eh Mhm. ben, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Elle voit les choses à travers une lentille de spécialiste. Mais le problème, c'est que le corps, c'est
le corps fonctionne pas comme ça. Le corps, c'est une interaction de différents systèmes. Et si tu isoles qu'un système, eh bien, tu regardes pas, tu vois pas de big picture. C'est ce que je dis tout le temps. Et ce que nous, on veut voir, c'est comprendre l'interaction entre les différents systèmes. Mhm. Et si on s'attarde à travers que sur un système, malheureusement, eh bien, voilà, on rate les informations les plus importantes selon moi. Mhm. Est-ce que tu l'as lu, The Big Picture, Sean Carroll? Ça, Non, c'est, non, non. ça, c'est un livre qui a eu énormément d'influence sur moi. Il est a theoretical physicist, donc OK. un physicien, un chercheur en physique. Mhm. Et il part de rien, de là où est parti l'univers probablement, ou d'après ce qu'on sait, jusqu'à l'amener à la complexité du monde dans lequel on vit, au niveau social, au niveau des interactions humaines, etc., en passant par la case physique, chimie, biologie, écologie, etc. C'est super important. Et tu parlais de connecter les différents aspects des connaissances qu'on a, de former ce réseau de compréhension où chaque chose est reliée à une autre, ce qui au final nous donne un modèle qui est, pas un modèle, mais une compréhension qui est très très complète, mais qui demande encore une fois d'aller chercher dans des domaines très très différents des fois. Non, à 100%. Et je pense que c'est comme ça que ça marche au final dans tout, tu vois. Et peu importe les domaines, il y a toujours cet aspect généraliste qu'on on retrouvera partout. Et ceux qui s'en sortent le mieux, ben, c'est ceux qui, en tout cas, encore une fois, selon mon expérience, c'est ceux qui arrivent justement à connecter le tout. Et je le Mhm. vois, par exemple, si j'entraîne un client qui est dans la finance et je parle d'un truc de l'entraînement, et lui, il va faire la connexion. Ah, mais c'est marrant, c'est comme mon truc dans la finance. Je dis, tu vois, c'est du sens commun, c'est qu'on a une approche tellement générale, il Ouais. va dire, ah putain, c'est la même chose. Bah oui, et Ouais. c'est la même chose au final. C'est ça, et donc je pense que c'est la transition parfaite. Tu as mentionné sens commun, définition des termes utilisés, principes fondamentaux. Je pense que c'est des choses qui, toi et moi, nous tiennent beaucoup à cœur. Euh, Par contre, on ne voit pas ça nécessairement tous les jours dans ce que les gens produisent sur les réseaux, notamment en termes de communication. Il y a des. Bon, après, voilà, je vais donner l'aspect négatif. Il y a toujours l'aspect positif, mais j'assume complètement la position que je vais prendre juste pour lancer un petit peu le débat. On Mhm. parle d'exercice fonctionnel. Donc déjà, qu'est-ce que Mhm. ça veut dire fonctionnel? Le mot en lui-même, qu'est-ce qu'il veut dire? On parle de knees over toes, on parle des genoux qui dépassent les doigts de pied sur un squat, avec des gens qui arrivent encore à nous dire que ça va nous faire exploser les genoux et que c'est la fin du monde. On a des Bosu balls avec des gens qui font du travail d'équilibriste sur des surfaces non stables, comme s'ils allaient s'entraîner ou ensuite faire de la compétition dans un château gonflable. C'est tout des choses que autant toi ou moi nous font un petit peu, ça nous fait lever les poils sur l'arrière de la nuque, comme on dit. Et donc, je sais pas comment on peut attaquer ce sujet. Donc, tiens, je te lance la patate chaude. Démerde-toi. Damn, team, j'espère que vous êtes prêts pour tout ce que je vais dire là, parce que ça va chauffer. Il y en a qui vont pas aimer. C'est parti. Non, mais en vrai, je pense que c'est ça, c'est un problème. Enfin, il y a pas. Est-ce qu'on doit démonter un mythe à la fois? Ok, on commence avec ça, functional training. J'ai fait une vidéo là-dessus, justement, où je disais que, en fait, tout est basé sur des décisions arbitraires. Et encore une fois, le fait qu'on ne regarde pas de big picture, eh bien, on rate les éléments principaux. Mhm. Donc, le functional training, déjà, ça a une définition qui, pour moi, laisse place à l'interprétation, comme je disais. Si tu fais, en général, on va dire que l'entraînement fonctionnel, c'est pour les gens ce sont des entraînements qui vont permettre de répliquer des mouvements que vous faites au quotidien. Et encore une fois, pour moi, ça laisse place à l'interprétation. Alors là, on va avoir le premier camp des gens qui vont travailler sur les bosubo, les trucs d'instabilité et qui adorent utiliser des termes fancy, la proprioception, etc. Et, euh, et pour moi, c'est encore une fois, c'est basé sur rien du tout. Alors oui, on travaille sur de la proprioception. Et encore, je pourrais rentrer dans les termes techniques là-dedans et dire que non, on ne travaille pas sur de la proprioception et que on n'utilise pas les mêmes définitions. Après, euh, je pense que dans l'industrie aussi, c'est un problème de termes qu'on utilise. Mhm. Semantics, je ne sais pas comment on dit ça, mais Ouais, en gros, on n'a sémantique. pas forcément les sémantiques, on n'a pas les mêmes définitions. Du coup, ça crée des conflits également. Donc, ce que moi, je vais appeler l'entraînement de proprioception ne va pas être le même entraînement de proprioception que pour une autre personne. Mhm. Maintenant, mon problème avec l'industrie et ce côté functional training, c'est que tout c'est basé sur aucun critère logique selon moi.
et c'est très mal utilisé. Donc, et je pense que la plupart des gens qui utilisent ces modalités-là les utilisent uniquement parce qu'on leur a dit que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mm. Et ils n'ont pas forcément de processus de pensée derrière. Pourquoi je suis en train d'utiliser un Boss Ball? Mis à part, je travaille sur la proprioception et encore une fois, il y a des levels to shit. Okay? Donc, il faut savoir organiser son processus de pensée avant de faire des exercices comme ça. Et voilà, c'est un terme qui est, pour moi, qui est utilisé à tout va, qui ne veut plus rien dire du tout et qui cherche aussi à diaboliser d'autres modalités d'entraînement, comme simplement lever des charges, des bodybuilding style ou powerlifting ou peu importe. Mhm. Et voilà, pour moi, ça n'a absolument pas de sens. Et ce que je rappelle tout le temps aux gens, c'est que le sport, peu importe le sport, ça a été créé par l'être humain. Ça fait partie de la théorie de l'évolution. Okay? Euh, donc, à ce niveau-là, rien ne va faire en sorte d'alimenter ton côté humain à ce Mhm. niveau-là, au niveau du sport. Mhm. Au contraire, j'aurais même tendance à débattre et dire que le sport, eh bien, ça va enlever certains aspects de ton côté humain parce que ça va te faire bouger selon certaines restrictions, Ouais. peu importe le sport. Ouais. Donc voilà, c'est un terme, c'est assez complexe, tu vois, mais moi j'adore me foutre de la gueule des gens, moi je le fais ouvertement, hein, tu me connais, et je sais qu'on en rigole souvent. D'ailleurs, si les gens voyaient les posts qu'on s'envoie des gens, bref, c'est ça, voilà, ils nous font rire, ça remonte le moral de temps en temps. Mais voilà, en fait, tu sais qu'il n'y a, pas, il y a aucune logique derrière. Il n'y a Ouais. aucune logique derrière, et si tu connais certains principes de physiologie de base, eh bien, tu sais que ce qui se fait là, c'est des conneries. Et voilà, on décide, il y a des trucs qu'on ne décide pas, tu vois. Les gens demandent et me disent, ah, mais ça, c'est ton avis. Mais ce n'est pas mon avis. Ce sont des règles de physiologie, de physique, et ce n'est pas mon avis. C'est comme si tu me demandes, si 2 plus 2, ça fait 4. Non, c'est ton avis. Non, 2 plus 2, ça fait 4. Point, barre. Ce n'est pas Ouais. mon avis. Donc, si je te mentionne une règle de physiologie qui contredit ce que tu dis, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. C'est comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà, pour moi, pourquoi ça n'a aucun sens. Mais quelle est ta pensée là-dessus? Comment tu élaborerais tout ça? Ouais, donc il y a deux, trois points sur lesquels j'aimerais revenir de ce que tu as dit. Le premier truc, qui est très, très important pour moi, c'est la sémantique. Si c'est le bon mot en français, hein, si je me plante, vous me mettrez dans les commentaires. Il me semble que c'est le même mot en anglais et en français. Mais donc, le sens des mots qu'on utilise, la définition des termes qu'on va utiliser euh, dans nos arguments et le fait avant de commencer à lancer ta salade de mots sur les gens, définis tes termes au préalable. Pour moi, fonctionnel, ça veut dire que, pour moi, la fonction, elle dépend de la tâche que tu as à accomplir. Mhm, Est-ce qu'un bicep curl, c'est fonctionnel pour un bodybuilder? Absolument. mhm, Et j'irais même presque jusqu'à dire que c'est fonctionnel pour énormément de gens, simplement d'un point de vue de la santé du coude, de du l'articulation coude, même, du coude. exact. Je veux dire, après, voilà, Ouais, comme tu as dit, il y a plein de gens qui aiment chier sur ces exercices-là, mais ça a aucun fondement. Donc déjà, définir les termes, et je me prends un petit peu des fois le chou avec ma femme là-dessus parce que je suis super pointueux sur les termes que j'utilise et que des fois elle utilise dans nos conversations. Et je sais que j'ai du travail à faire là-dessus en termes de lâcher un petit peu la grappe et d'essayer de comprendre son argument de manière générale plutôt que d'essayer de pointer du doigt un ou deux termes qu'elle utilise que moi j'utiliserais différemment. Enfin, ça, c'est un petit à côté pour dire que j'ai encore du travail à faire au niveau de la communication. Mais je pense vraiment, quand on parle au niveau professionnel, mhm, on se doit de déjà, pour nous-mêmes comprendre les termes qu'on utilise, d'avoir une définition solide pour ces termes-là et ensuite de pouvoir les expliquer clairement. mhm, Mais comme tu as dit, fonctionnel, c'est un terme c'est en vogue depuis 5-10 ans maintenant avec l'avènement du CrossFit, etc. Maintenant, on est parti à une phase maintenant de functional bodybuilding aussi qui sort, où maintenant, au lieu de faire juste un dumbbell row, tu vas le faire avec une rotation parce que techniquement, ça suit un petit peu plus le patron moteur du grand dorsal, etc. mhm. Après, oui, je vais pas à l'encontre de ça non plus. Je suis tout à fait d'accord que nos muscles ne travaillent pas nécessairement dans un plan de mouvement, c'est toujours dans les trois plans. Et donc, est-ce qu'il y a des manières de lever et de faire les choses qui sont peut-être plus propices au développement
naturelle de peut-être des muscles et des systèmes qu'on a dans le corps humain que de juste faire une ligne droite, boum, 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 avec une barre, par exemple. Je pense qu'il y a un argument qui est solide là derrière. Par contre, après, jeter à tout va le terme le fonctionnel à gauche et à droite pour faire genre, pour moi, voilà, encore une fois, c'est presque une mode plus qu'autre chose, le terme en lui-même. Mhm. Autant il y a des façons de bien l'appliquer, autant il y a des fois, c'est juste pour se la péter que tu vas dire je fais du functional training, quoi. Exact, ouais, c'est vendeur en fait C'est aujourd'hui. vendeur, c'est ça. C'est un terme vendeur. Ouais. Et c'est ce que je dis au final. Même si ça laisse place à l'interprétation, donc chacun va trouver des arguments pour le dire. Hein. Tu as parlé du CrossFit, c'est ce que je dis. Moi j'ai entendu de ces trucs, ça me faisait rire. Non mais le thruster, regardez, c'est fonctionnel. Je dis mais qui descend dans un squat et tu fais ça quand tu vas mettre ton assiette sur le... Non, comment? Son, fuck out of here. Moi, Ouais. ça, c'est un truc, tu vois, ça a aucun, en fait, ça n'a aucun sens pour moi. Et les gens créent voilà, ils se créent des confirmations en fait qui pour moi Ouais. me font halluciner. Et il pousse, Mais et ce il que je dis au pousse. final, bah, Vas-y, dis-moi. non, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, ce que je dis qu'au final, c'est que voilà, même si tu as ta propre définition et tu vas avoir tes propres arguments pour défendre ta logique, ce que je dis au final, c'est que j'en reviens toujours à la fondation, c'est que si tu n'as pas des articulations qui fonctionnent comme un être humain, peu importe ce que tu fais, ça ne sera pas fonctionnel. Tu vas créer que de la dysfonction. Ouais. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, la dysfonction, mais voilà, ton corps, il va créer des compensations et il va bouger comme il peut bouger. Alors, à ce moment-là, c'est plus un entraînement fonctionnel. Si tu travailles sur un truc qui fonctionne pas bien, c'est plus fonctionnel, peu importe ce que Ouais. tu fais, même si tu cherches à bouger comme un animal, parce que ça aussi, c'est une nouvelle mode. Mais voilà, tu vois, bon, moi, il y a tout le monde j'en donne à tous, j'en donne à tous. Et c'est mal interprété, tu vois, souvent mon message est mal interprété en disant, il n'aime pas ça. Non, c'est Ouais. pas ça. C'est juste que vous trouvez une logique derrière ces choses Ouais. qui a pas de sens et vous essayez de vendre un truc avec des confirmations qui sont totalement erronées. Ouais. Alors, vous pourriez tout simplement dire, je fais ça parce que j'aime ça. Et Ouais. point. Et moi aussi, je fais des trucs qui ont pas forcément une logique poussée derrière. Et je fais ça parce que j'aime ça. Et c'est tout. Donc, si tu n'essaies pas de vendre ta diète, ta méthodologie, etc., avec un truc qui n'a pas de sens, qui ne respecte pas les sciences, les règles de la physiologie ou de la physique. C'est Ouais. simple. Ouais. Maintenant, si tu veux le faire quand même, fais-le, go for it. C'est pas mon problème. Moi, je fais pareil. Il y a des trucs que je fais quand même, tu vois. Ouais. Donc voilà, tout simplement dire, OK, moi, je mange cette diète parce que cette diète, je l'aime. Ouais. Et enfin, tu vois, c'est Ça tout. me convient, ça marche pour moi, ça me permet d'aller de Voilà. l'avant et voilà, ouais. Et je, Voilà. Mais c'est pas de la ouais. radicaliser et de trouver des trucs qui ont aucun sens. Et je crois que c'est ça. Et là, tu touches sur un point super important à mon avis, c'est que on essaye enfin, beaucoup de monde essaye de faire en sorte que leurs arguments ils s'appliquent à tout le monde en tout temps, dans toute situation. Et il y a aucune nuance en fait dans ces arguments-là. Et comme tu as dit, de dire qu'un thruster c'est fonctionnel, c'est de la merde comme argument. Par contre, si tu me dis, écoute, moi je pense que si tu as les épaules, la cage thoracique qui bouge correctement, les hanches, les chevilles nécessaires, comme tu as dit au niveau articulaire, si tu as les prérequis nécessaires, est-ce que faire un mouvement avec une amplitude ample, c'est mieux que de faire un mouvement avec une amplitude réduite au niveau structurel s'il n'y a pas énormément de charge, simplement au niveau du développement général? Absolument, l'argument, il est tout à fait valide. Tu vois, Mhm. est-ce que c'est pour tout le monde tout le temps? Non. Est-ce que tout le monde a Exact. les épaules pour faire des thrusters? La majorité des Exact. gens, ils n'ont pas le contrôle et ils n'ont pas les épaules pour les faire. Alors pourquoi tu Exactement. ne ferais pas un landmine thruster où tu as un petit angle qui te permet d'avoir Exact. ce jeu un petit peu avec les épaules qui est beaucoup plus simple? Mais encore une fois, tout le monde veut pousser le truc à l'extrême en disant voilà, la diète végane c'est pour tout le monde. Je passe de l'autre côté aussi, hein, parce que j'ai rien spécifiquement contre Ouais. les véganes en tant que végane, mais les Mhm. carnivores ils vont dire ouais, le carnivore c'est la seule façon de faire les choses, tout le reste c'est de la merde. C'est cette radicalisation des points de vue, cette Mhm. polarisation complète de l'environnement dans lequel on est, alors que it's 50 shades of grey. C'est ça. C'est tout au milieu, c'est tout entre les deux. Les seules choses, pour moi, et je serais intéressé d'avoir ton avis là-dessus, pour moi, la seule absolue jusqu'à maintenant, euh, que je suis vraiment sûr de chez sûr dans le monde de la santé, du fitness, c'est que dormir plus, c'est toujours mieux. Il n'y a pas un Mhm. moment où si tu dors plus, ça va avoir un effet négatif sur ta santé, parce que oui, il y a un moment où tu dois compenser tout ce que tu as raté en termes de sommeil ces mois ou ces années dernières, et après, Mhm. ça va se remettre entre 7h et 8h30, et pas tout le monde a besoin de la même quantité de sommeil, mais si la qualité et la quantité de ton sommeil est élevée, tu vas fonctionner beaucoup mieux comme être humain. Pour moi, c'est la seule généralité que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si toi, tu en as d'autres qui ressortent comme ça, où c'est vraiment un blanket statement et ça marche. Mais alors Mhm. que les Mhm. autres, c'est tout dans l'ambiguïté, quoi.
Ouais, c'est ça. Et non, je suis d'accord avec toi. Après, bon, je sais pas s'il y a des cas extrêmes, encore une fois, parce que je suis sûr qu'il y a un gars qui va lâcher un commentaire. Non, mais cette maladie du sommeil où tu dors 18 heures par jour, c'est pas bien. On les Voilà, mais connaît. en termes de pathologie, Voilà. voilà. Et là, on entre Voilà, dans un domaine qui est différent. Ouais. qui est différent, exact. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que, après, j'ai pas de généralisation comme ça. Et ça, encore une fois, c'est un problème de l'industrie de la santé et du fitness. Et pour tout ce qui est functional training, comme tu disais, on fait faire à tout le monde le même exercice et on part du principe que tout le monde a la capacité de bouger de la même façon. Or, c'est totalement faux. Mm. Et pareil, dans le système médical, eh bien, on part du principe que toutes les douleurs sont les mêmes. C'est-à-dire que toi, tu as mal au dos, moi, j'ai mal au dos. Ben, ce sont les mêmes maux de dos. Mal à Mm. l'épaule, ce sont les mêmes douleurs aux épaules. Alors, on donne les mêmes exercices aux mêmes personnes. Or, ce sont peut-être des maux de dos ou d'épaules ou voilà, tu mets l'articulation que tu veux, qui sont totalement différents. Il y a pas de, tu vois, en fait, on crée une généralité quand il devrait avoir un peu plus de spécificité et on crée de la spécificité quand ça devrait être plus général, tu vois. C'est c'est ça mon problème, tu vois. On va un petit peu à l'envers. Dans ce sens-là, je voulais revenir sur un truc que tu as dit avant et peut-être challenger un petit peu ce que tu as dit au niveau des sports et de l'utilité ou de la bonté. J'ai pas d'autres mots. Is it Mhm, good or not for humans to play mhm, sports? Et encore une fois, il y a énormément de nuances là-dedans, mais je pense que, et ça en revient un petit peu à l'argument que tu as posé avant en termes de est-ce que j'aime ce protocole? Est-ce que j'aime cette façon de manger? Est-ce que j'aime cet exercice? Qui est pour moi un argument qui est on ne peut plus valide. mhm, Si un client me dit, écoute, j'ai envie de faire cet exercice parce que je kiffe, parce que si je vais à la salle, ben, ça, c'est le truc qui va me faire vraiment aller à la salle à chaque fois. Ben, tu sais quoi, tant qu'il n'y a pas de problème, quand tu as dit au niveau restrictif, etc., vas-y, mhm, fais-toi plaisir. Si tu aimes le faire, fais-le parce que ça va te garder engagé, etc. Et je pense que le sport, on peut faire un parallèle là-dessus, dans le sens où il y a l'aspect du jeu. On est des êtres qui ont besoin de jeu et qu'on le mhm, voit au niveau humain, on le regarde au niveau animal. Tu as parlé de Homo sapiens avant tout, et on a mhm, énormément de commonalities, de points communs avec, mhm, avec le monde animal. Et je regarde, on a deux petits mhm, lapins dans la maison là depuis quelques mois, et ils ont besoin de jouer aussi. C'est mhm, pas juste manger, dodo et faire des bébés. C'est non, non, il y a besoin de cet aspect social, il y a besoin de s'amuser. Et pour moi, le sport, ça a cet aspect-là. Après, comme tu as dit, il y a des sports il y a moyen de le faire de manière saine, et après, il y a le moyen de le mhm. faire de manière malsaine. Et là, je vais partir dans le, le, euh, comment dire ça, la caricature de base et je vais prendre CrossFit parce que pourquoi pas, Mhm. du gars qui dit ouais non, le CrossFit c'est ma vie, je fais que ça, et qui s'acharne 6 jours par semaine à la salle, qui s'occupe pas de son corps, qui s'occupe pas de ses articulations, qui se lève à 5 heures parce qu'il faut faire la classe de 5h30 du mat parce qu'après il faut aller au boulot, donc il est Mhm. underslept, il dort pas assez, il en fait trop en termes de volume, il pourrait certainement Mhm. avoir les mêmes adaptations avec 60% du volume qu'il fait. Et au final, ça, on part de nouveau du côté presque pathologique de cette idée ou d'obsessivité du sport, dans le sens où ça englobe, c'est leur personnalité en fait. Et si ces gens-là perdaient le CrossFit, ils seraient rien, ils n'ont rien derrière, ils n'ont pas de Ouais. fondation au niveau de leur personne. Et donc là, ça devient malsain, comme tu as dit, au niveau des sports. Mais je pense que le sport peut quand même amener cet aspect positif à l'être humain de manière générale. Non, ça c'est sûr, tu vois. Moi, après le CrossFit, on pourrait en parler pendant des heures également. Alors, je tiens à dire que le CrossFit, je trouve que c'est un truc qui est très fun hein, et que moi, je me suis laissé embarquer. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et les athlètes de haut niveau, je les respecte énormément. Et ce qui est marrant, c'est qu'en parlant du CrossFit, bah, tu as tout un aspect communautaire. Et comme le fait d'être, là, on l'a vu pendant le confinement également, tu vois, on est des êtres, on aime sociabiliser, on a besoin de ça. Mhm. Donc, ces gens qui se retrouvent dans cette communauté CrossFit de leur petite salle, etc. Donc, ça va au-delà de juste le sport à un certain moment. Donc, il y a cette certaine addiction. Et encore une fois, en fonction de la personnalité de chacun, peut-être pour certains, c'est le seul moment où ils se retrouvent à sociabiliser, tu vois, avec des gens. Donc, il y a tous ces facteurs-là à prendre en considération. Ouais. Est-ce que ça devient malsain dans le cas de figure que tu as exprimé? Bien entendu, tu vois, c'est un problème. Maintenant, le côté play, jouer, c'est vrai que c'est un truc qui est très important. Je n'ai pas les connaissances pour élaborer là-dessus, mais je pense qu'il y a, j'ai entendu plusieurs experts en parler en disant que justement, il y a certaines c'est presque quelque chose que l'être humain
dont l'être humain a besoin Mhm. au niveau de ses performances cognitives, Mhm. etc., Mhm. pour faire en sorte que tout fonctionne bien. Donc, ça va vraiment au-delà de juste s'amuser pendant un certain moment. Et c'est pour ça qu'on le voit dans le monde animal. Maintenant, le sport, ce qui est particulier, c'est que avant, ce que je mentionnais, c'est que ça crée pas mal de restrictions. Et je pense que c'était Mhm. sur ça aussi que tu voulais revenir. Ouais. Moi, j'ai analysé ça en travaillant avec les athlètes de haut niveau. Alors, ça fait quelques années que je travaille avec les athlètes de haut niveau. Et quand j'ai commencé à travailler avec eux, je me suis dit, attends, parce que souvent, il y a un truc que je ne comprenais pas. Parce que souvent, les athlètes de haut niveau sont, si tu veux, idolâtrés. Ils représentent le pic de la santé. Alors ça, ce sont les gars qui sont en meilleure santé, etc. Et au final, c'est totalement l'inverse. Mais c'est ce que les gens ne voient pas. Les gens voient que le pic de l'iceberg. La plupart des athlètes de haut niveau ont des douleurs. Voilà, ils traînent des douleurs depuis longtemps. C'est juste, selon moi, ce sont des gens qui ont déjà une génétique qui est plus poussée que les autres. Ce sont des gens qui travaillent dur, ça c'est sans aucun doute, et qui ont travaillé plus dur pour être au niveau où ils sont. Et ce sont des gens qui, pour moi, sont les meilleurs compensateurs. Ça se dit compensateur, Ouais, voilà. ouais, ça se dit, Ouais, ouais. en gros, voilà. Donc, ce sont les meilleurs compensateurs. Et ils arrivent à s'en sortir. Alors que la personne lambda, elle n'arrive pas. Okay, elle est à l'hôpital, voilà, elle n'arrive pas à s'en sortir. Mais ces athlètes-là, eh bien, c'est ce qu'ils arrivent à faire. Parce que quand je les analyse et je fais une analyse articulaire, je regarde un peu comment tout ça, ça bouge. Et je me dis, mais comment ils arrivent à faire ce qu'ils arrivent à faire parfois. C'est que eux, ils sont très bons à aller du point A au point B. Et leur corps arrive à endurer tout ça. Mais Ouais. ça, c'est ce que les gens ne voient pas. Alors, on prend les athlètes comme... voilà, pour juste revenir sur une de mes rants, c'est que souvent les gens vont utiliser les athlètes pour prouver leur point. Okay, et là, souvent, ces gens-là, je vais dire, ce sont des gens qui n'ont pas travaillé avec des athlètes de haut niveau. Mhm. Parce que si tu as déjà travaillé avec un athlète de haut niveau, tu te rends compte qu'en fait, un athlète de haut niveau n'a pas forcément les connaissances, euh, les connaissances en termes de performance, en termes de strength, conditioning, peu importe, et encore moins en termes de santé. Donc, si tu vas utiliser un athlète juste pour prouver un point, c'est que tu n'as absolument rien compris. Parce que cette personne, elle est très bonne. Ce que je dis, les athlètes sont très bons à exécuter. Alors, c'est pour ça que tu vas avoir plein de mauvais coachs, nous on en rigole souvent sur Instagram, qui font faire n'importe quoi à des athlètes de haut niveau. Alors, les gens vont se dire, ah, ça c'est un bon coach, et ce que l'exercice il fait là, c'est bien, parce que l'athlète, Ouais. LeBron James ou whatever, et Ouais, il le fait. ouais, Alors que pas du tout. L'athlète, il fait ce que tu lui demandes de faire. L'athlète, tu lui dis, va du point A au point B, tu fonces la tête dans le mur, il va ouais. foncer la tête dans le mur le plus rapidement possible. Et Mhm. c'est comme ça, les athlètes sont très bons à l'exécution, et ils arrivent à s'en sortir. Et c'est tout. Donc, pour utiliser un athlète pour prouver ton point, c'est que tu n'as absolument rien compris. Et ce que je disais, c'est que le fait que le sport, ça a été créé par l'être humain, eh bien, le sport, ça a certaines règles. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé certaines délimitations, certaines limites, certaines barrières à ne pas franchir. Et ça, à un point de vue anatomique, eh bien, quand tu n'utilises pas quelque chose, eh bien, ton corps s'en débarrasse. C'est aussi simple que ça. Okay. Alors, toi, tu vas rester coincé à bouger dans les mêmes amplitudes de mouvement, à répéter les mêmes patrons moteurs. Je suis très fier d'utiliser ça pour la première fois. Euh, et voilà, et du coup, tu perds la capacité à exprimer tout le reste. Mhm. Okay, tu perds à exprimer ta capacité à être un être humain même. Euh, et tu vas juste développer le côté sportif, le côté athlétique. Et Mhm. parfois, au contraire, pas du tout. Certains n'ont même pas ce qui leur est requis pour leur sport, mais ont développé tellement de compensation qu'ils arrivent quand même à exprimer ce qu'ils doivent exprimer. Et c'est pour ça qu'ils ont des blessures, etc., etc. À la longue. Ça ne dure jamais. Donc, c'est pour ça que j'aurais même tendance à dire que les athlètes de haut niveau eh ben, sont ceux qui sont en moins bonne santé. Ouais. Et je pense que la santé, de toute façon, c'est le prix que tu dois payer pour la haute performance. À un certain niveau, je pense que tu dois y laisser quand même quelque chose. Parce que, comme je dis, quand tu sors de ce côté humain, eh bien il y a un prix à payer. Tout vient à un coût. Tu Ouais. peux pas juste changer ton côté humain et rien avoir en retour. Non, tu vas payer les conséquences. C'est comme ça. Ouais, non, je suis d'accord avec toi et c'est intéressant. J'ai reçu un gars qui s'appelle Aaron Davis sur le podcast il y a un moment et lui il travaille énormément avec des athlètes de haut niveau, NBA, etc. Il fait beaucoup de travail au niveau bioénergétique, notamment avec les Moxie dont on a parlé un petit peu toi et moi aussi, Mhm. et Omega Wave Assessments, tout ça. Et pour lui, alors
il irait complètement presque à l'encontre de ce que tu dis toi, dans le sens où oui, tu vas voir la plupart des athlètes de haut niveau on va dire, qui mettent en péril, non pas qui mettent en péril leur santé, mais qui vont atteindre leur haute performance au détriment de leur santé. Mhm. Il prend l'angle complètement opposé dans le sens où si tu sacrifies ton sommeil, tu sacrifies ta nutrition, tu vas sacrifier au niveau hormonal, tu vas sacrifier au niveau neural et donc tu vas sacrifier au niveau de tes performances. Et pour lui, son approche que je trouve incroyablement holistique, pour utiliser ce terme qui, je crois, fonctionne en français, Mhm. d'attaquer entre guillemets l'athlète du côté mental, du côté nutrition, du côté santé, où l'Omega Wave va informer la session du jour, ou en tout cas si si tu sers à rien ce jour-là parce que tu n'as pas dormi pendant 3 jours et tu n'as mangé que de la merde, eh ben, tu ne vas pas pouvoir te donner à fond dans l'entraînement et en retirer les adaptations que tu recherches. Et donc, prendre Mhm. cet aspect de je vais essayer d'amener les deux en fait. Je vais essayer de faire en sorte que mon athlète de haut niveau soit en meilleure santé possible pour qu'ensuite ça puisse pousser ses performances encore plus loin. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la majorité des athlètes de haut niveau, comme tu as dit, c'est des compensateurs incroyables Mhm. et des talents. Et non, c'est pas que de la génétique, c'est des mecs qui bossent matin, midi et soir À fond, à non-stop fond. pendant toute leur vie. Et j'ai énormément de respect pour eux également. C'est pas juste, ouais, eux, ils ont Mhm. les gènes, moi, j'ai pas. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit au niveau des exercices qu'on voit les pros faire. C'est Et comme tu as dit, les gens, ils utilisent ces arguments pour dire ouais, mais regarde, LeBron James, il est sur une Bosu ball en train de jongler avec des balles je sais pas, un truc comme ça. Et Euh, je pense honnêtement que je pense que le mec, il est tellement talentueux et il est tellement à la pointe de son sport que de faire quelque chose qui serait genre normal pour de la prépa physique d'un athlète lambda, genre de faire du travail de vitesse pure, de faire du travail de ci, de ça serait peut-être ça aurait potentiellement un impact négatif sur ses performances parce qu'il est déjà tellement loin vers l'avant que tu veux pas trop toucher parce que déjà il est à bloc. Alors s'il est à bloc, tu veux essayer de pas casser déjà un truc qui marche très 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 bien et donc mhm. de faire des trucs qui ressemblent à rien et bon, enfin qui sont cool sur Insta mais qui servent à rien dans la vie de tous les jours pour la plupart des gens. Peut-être que c'est la meilleure solution pour ces athlètes-là pour que justement ils aient pas les risques de se faire mal du fait que c'est des monstres compensateurs, mais aussi des gens Mhm. qui sont à la pointe de ce qu'ils font au niveau physique et performance. Bien sûr, bien sûr. Après, juste pour revenir sur ce que tu as dit, moi j'ai la même approche que le gars que tu as mentionné. Moi, ce que Mmh, je disais, c'est en tout cas l'approche que moi j'essaie de ramener à ces athlètes. mmh, Donc oui, le fait de s'attarder sur ces choses-là sur lesquelles ils ne s'attardent pas, eh bien, on peut améliorer leur performance. Et mmh, c'est toute ma logique derrière, c'est de travailler sur ces choses-là sur lesquelles tu ne travailles jamais. mmh, Alors oui, si on s'attarde sur les fondamentaux, déjà la nourriture, dormir, etc., et ta santé articulaire, entre autres, après on peut s'attarder sur d'autres choses. Euh, mais pour revenir sur LeBron James, ouais, c'est de la folie ce que je vois les gens faire. C'est pas le seul. Mais peut-être un argument, ce que tu dis, ça a du sens. Moi, ce que je pense, c'est que la plupart des coachs avec des athlètes de haut niveau, ce qu'ils font, c'est ils font pas du développement, ils font de l'expression. Et c'est ce que je dis souvent. Et plus je les entraîne, plus je me rends compte de quel genre d'entraînement ils font. Donc là, ces dernières années, j'ai travaillé plus avec des footballeurs mmh, et, euh, et j'ai une frustration énorme parce que leur préparation physique, pour moi, ça ressemble absolument à rien. Et c'est ce que j'ai avec beaucoup d'athlètes, justement, c'est ce qu'ils font, c'est de l'expression, c'est-à-dire qu'ils font des choses en exprimant déjà leur potentiel. Alors oui, ça peut te fatiguer, mais la fatigue, c'est pas un marqueur qui va déterminer ton progrès. mmh, Et moi, ce que je cherche à faire, eh bien, c'est du développement. C'est d'aller au-delà de tes limites pour qu'on on ait une nouvelle baseline, en mmh, gros. C'est mmh, ça l'idée. Mais si tu restes dans ton domaine de compétence, dans ce que tu sais faire et que tu l'exprimes, c'est bien, mais tu restes que bon à ce que tu sais faire. Et c'est ce qu'ils font. Et le problème, c'est qu'on prend certains marqueurs de progrès en disant, voilà, j'ai transpiré, j'étais courbaturé, donc j'ai progressé. Et les athlètes de haut niveau, c'est ça également. Alors, quand ils font un entraînement avec moi où on prend des longues sessions de repos, tu vois, parce qu'on fait de la performance, on fait de la plus haut. Moi je ne veux pas que tu me donnes 90%. Moi, je veux que tu me donnes 110%. Parce que ton 110%, éventuellement, ça devient ton 100%. OK, ensuite, on améliore tout ça. Quand on fait de la force, pareil.
quand on fait de l'entraînement articulaire, ceux qui font de l'entraînement de mobilité avec moi, c'est dur. Les gars, ils rêvent de soulever une barre, en faire un squat après avoir fait un entraînement de mobilité avec moi. Ils pleurent et disent c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait. Oui, parce que on fait du 110%, du 120%. On est en train de développer, on n'est pas en train d'exprimer uniquement. Et je pense que c'est ce qui manque. Et beaucoup de gens sont coincés et ne font pas de progrès parce qu'ils sont que dans l'expression et jamais dans le développement. Ça, c'est que ce soit les gens au quotidien ou les athlètes de haut niveau. Et tu vois, par exemple, quand ils finissent une séance avec moi, tu dis, ah, mais j'ai pas trop transpiré. Mais après, quand ils rentrent chez eux, leur système nerveux, il est smashed. Le lendemain, ils sont smashed. Ils commencent à sentir leurs jambes ou des muscles qu'ils ont jamais sentis auparavant. Ils disent, ah ouais, en fait, ça m'a fatigué. Oui, parce qu'on a mis un stress qui était différent de un, et on a fait du développement. On ne s'est pas contenté que d'exprimer ce que tu savais déjà faire et où tu étais confortable. Je le dis tout le temps, si tu arrives à faire un truc et que tu es confortable, arrête de le faire. Fais autre chose. Fais autre chose parce que c'est là où tu vas progresser. Et je pense que ce que tu as ramené 2-3 fois là, c'est la fatigue comme marqueur de progrès, qui ne l'est pas, mais que beaucoup de gens l'associent comme ça, parce que c'est on va dire le courant populaire de ce que les gens pensent. Il faut que ça fasse mal pour que ça fasse du bien, il faut que ce soit dur pour progresser. Mais comme tu as dit, sur une séance de plio, sur une séance de sprint pur, au final, tu n'es pas crevé à la fin. Ça n'a rien à voir avec Pas du tout. un WOD de CrossFit ou un truc comme ça. À la limite, une séance d'endurance d'1 heure, tu vas transpirer 10 fois plus qu'une séance avec des hill sprints de 10 mètres ou de 20 mètres avec repos ample entre les séries. Par contre, comme tu as dit, voilà, mais c'est pas. Et je pense que c'est une des choses qu'on doit faire et toi et moi, je sais qu'on le fait avec nos clients, mais aider les gens à comprendre pourquoi. C'est toujours ça, en fait. 100%. C'est ça, c'est C'est le le pourquoi. jeu. Et qu'est-ce qu'on recherche avec cet entraînement-là? Qu'est-ce qu'on cherche avec cet entraînement-là? Quel est le but? Quel est l'objectif? Et quels sont les critères qui vont nous permettre de dire j'ai atteint mon objectif ou pas? Et voilà, comme on a dit avant, il y a beaucoup de gens qui utilisent la simplification de dire voilà, si je suis fatigué, j'ai eu un bon entraînement. Alors que non, ça n'a rien à voir. Si tu es fatigué, c'est parce que tu as fait beaucoup de travail et puis tu es fatigué. Après, comme tu as dit, au niveau neural, tu vas rien développer juste parce que tu es cramé. Au contraire, Exact. comme tu as dit, c'est avec des temps de repos plus que confortable, presque inconfortable, on va dire pour certains. Après, voilà, il y a des façons d'occuper le downtime, mais voilà, par exemple, je retrouve ça dans le sport, dans le rugby, où moi, entre mes sprints, 10 mètres de sprint plat, les mecs, ils vont faire 2 minutes de repos. 20 mètres de sprint là, les mecs, ils vont faire 3 minutes de repos. Et ça met les coachs de sport vachement mal à l'aise parce qu'ils se disent ouais. mais pourquoi ils sont pas fatigués, mais pourquoi ils sont pas en train de vomir à la fin, mais qu'est-ce qui se passe? Et ouais, c'est vraiment cette idée de la fatigue, je pense, et je vais revenir là-dessus parce que je voulais y revenir quoi qu'il arrive, donc je vais faire le segue, je vais utiliser ça comme passerelle. Je pense que le CrossFit a contribué à ça notamment. L'idée d'être crevé et que donc ça c'est bien, mais je pense qu'il y a un chiasme, si c'est le bon terme. Il y a une séparation entre la philosophie de CrossFit de base que moi je trouve très 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 intéressante. Je me rappelle, j'ai lu le manuel de base, on va dire, de plusieurs fois, qui est pas très long, c'est quelques pages, mais la philosophie de base est super saine à mon avis. Il y a 2 points avec lesquels je suis pas d'accord. Un notamment qui était que un gars de 70 ans et un athlète de haut niveau ont les mêmes entraînements, mais à des degrés d'intensité différentes. Pour moi, là, je suis pas d'accord. Il y avait un autre point aussi sur lequel je différais, mais en général, c'est une philosophie qui est super intéressante. Par contre, voilà, avec l'avènement du CrossFit en tant que sport, on parle de sport encore une fois, on a maintenant on a un peu mis les deux ensemble, et les gens qui s'entraînent ou qui veulent faire du CrossFit et pour qui le CrossFit serait très très bénéfique en termes de méthodologie de travail, qui serait très très saine si elle est appliquée, on va dire, presque à la lettre par rapport aux fondamentaux que Greg Glassman il avait établi au départ. Mais on a tout cet aspect du sport où tu sais que tu vas faire des thrusters, tu sais que tu vas faire des muscle-ups, tu sais que tu vas faire des chin-ups, tu sais que tu vas faire des snatch and clean and jerk. Et donc, les gens qui pourraient bénéficier de la philosophie de base se retrouvent à en fait faire le sport en lui-même, qui est pas Exact. c'est pas pour ça qu'il venait au départ, quoi. Bro, 1, 2, 3, CrossFit, c'est ça le prochain sujet. Là, on va en discuter. Let's go. Ça. Mais tu sais, juste pour rebondir, je vais rebondir sur le truc du CrossFit Vas-y. parce que c'est bien qu'on soit dessus. Mais moi, ce que j'ai remarqué, en fait, dans le milieu du sport,
on travaille avec ces athlètes de haut niveau, souvent ils m'envoient leur staff médical ou les préparateurs physiques. En fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens ne comprennent pas le concept de l'adaptation, tu vois. Et encore une fois, ce ne sont pas nous qui décidons ces règles-là, ces règles de physiologie. En fait, les gens sont dans le milieu du sport, ce qu'on fait faux. Encore une fois, je dis ça parce que moi, j'ai fait faux également et j'ai dû me questionner, c'est qu'on pense trop en exercice Mm. uniquement et on ne regarde pas encore de big picture et on ne comprend pas l'adaptation, l'intention qu'il y a derrière. Et ça, c'est encore plus important. Donc, le pourquoi va être lié à l'intention. Et ensuite, on comprend pourquoi on fait les choses et ça a du sens. Mais quand on pense au what, que l'exercice, quel exercice, malheureusement, on n'a pas les résultats qu'on aimerait avoir, tu vois. Mm. Donc, ça, c'est un peu un problème. Pour revenir au CrossFit, parce que ce qui me fait rire, en fait, avec le CrossFit, c'est que quand tu regardes les athlètes de plus haut niveau, eh bien, ils ne s'entraînent pas comme les gars qui vont dans la boxe tous les jours. Ils ne font pas des WOD de malades, etc., etc. Ils ont un truc un peu plus structuré. Alors, il y a des très bons coachs de CrossFit que j'aime bien, que je respecte. Mais ceci étant dit, je pense que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué parce que tu gères un groupe et c'est un business aussi. Donc, c'est compliqué d'adapter et de garder son intégrité tout le temps. Moi, j'ai été coincé dans ça également et c'est pas facile. Donc, au bout d'un moment, tu décides de soit, si tu as le savoir, d'aller contre ton savoir un petit peu, tu fermes un peu les yeux, tu dis, j'ai rien vu, ou alors tu sais pas du tout et puis allez, tout le monde doit faire des snatchs, etc. Et ce que je trouve en général, le CrossFit fait faux, c'est voilà, d'assumer que tout le monde a les mêmes prérequis articulaires. Tu vois, donc, et souvent, dans le concept de il faut scale le mouvement du CrossFit, on scale l'intensité, c'est-à-dire la charge. Mais on ne prend pas en considération les autres variables. Alors, si tu prends un snatch, OK, comment ils appellent ça? RX, vous allez faire à 60 kilos. Les autres, vous allez faire à 30 kilos. Mais on s'en fout si tu n'as pas d'épaule, si tu n'as pas de hanche, que ça soit 30 kilos ou que ça soit le PVC pipe, tu ne peux pas faire de snatch. Je m'en fous de ce que tu dis. Alors, souvent, on me dit non, mais il le fait avec la barre à vide. Mais je m'en fous. La barre à vide, même, c'est trop lourd parce que la personne n'a pas la capacité de le faire. Donc, le système de scaling, en fait, il est déjà mal organisé, si tu veux. Mm. Parce qu'on pense que charge. Et ça, encore une fois, c'est à cause du processus de pensée qui est faux, selon moi, où on pense qu'en exercice. Mm. Et c'est pas comme ça qu'on devrait voir les choses, tu vois. Et quand tu regardes, encore une fois, le truc avec le CrossFit, parce que moi, j'en reviens toujours au domaine articulaire, parce que j'ai énormément de gens qui viennent me voir du milieu du CrossFit. Et quand tu penses au CrossFit, ok, c'est quoi? C'est de l'haltérophilie et c'est de la gymnastique et des exercices cardiovasculaires, ok, on va appeler ça comme ça, du cardio. J'y ai pensé pendant un moment. Je ne connais pas deux sports où on n'a pas plus besoin d'articulation mobile que ces deux Ah, sports. c'est clair. Il y en a pas deux. J'ai Non. pensé à tous les sports possibles et imaginables. Ouais. Il faut une mobilité énorme pour être un gymnaste. Moi, j'ai fait de la gymnastique en classe d'adultes aussi et l'haltérophilie. Okay, ce sont les deux sports qui requièrent le plus de mobilité, le plus d'amplitude de mouvement au niveau des articulations. Okay, maintenant, tu prends un gars qui n'a jamais fait de sport de sa vie, qui est assis toute la journée, et tu dis, OK, toi, tu vas faire des muscle-up, toi, tu vas faire des snatchs. Tu prends les deux mouvements qui sont les plus complexes et qui requièrent une mobilité articulaire, des prérequis articulaires très élevés, et va les faire. Et en plus, tu les fais for a time. Bien, bravo, tu vois. Donc, c'est normal que cette personne va se blesser. Je vais dire un truc, si tu as 35 ans, 45 ans, tu n'as plus le temps de créer ces adaptations, tu peux faire du progrès. Ça, j'en suis persuadé. Mais on arrive à un certain moment où on n'a plus assez de temps pour créer des adaptations pour pouvoir faire certaines choses. On n'a plus assez de temps. Un gymnaste, il passe par une série de fondations articulaires. D'ailleurs, la gymnastique, c'est le sport que je conseille à tout le monde. Pourquoi? Parce que, surtout quand on est enfant, parce que c'est le seul sport qui, selon moi, fait du, entre guillemets, joint conditioning. Mm. Ils vont conditionner tes articulations à bouger sur leur amplitude complète de mouvement et ensuite vont les charger progressivement avec des progressions et des régressions. Mais les progressions, et encore une fois, c'est le truc dans le milieu du sport, les progressions et les régressions ont que du sens si on a les prérequis articulaires pour faire ce qu'on veut faire.
tu peux pas passer, OK, je suis à l'aise au ring rows, maintenant je vais faire un muscle up ou une traction. Oui, mais si ton épaule, elle se lève pas, c'est pas parce que tu as réussi à faire des ring rows, enfin, c'est pas la progression logique, en fait. Reste au ring rows et charge-les si tu veux, tu vois, mets plus de charge. Mais c'est faux, en fait. Le processus de pensée est complètement faux. Alors, Mhm. je sais qu'il y a des bons coachs qui essaient d'organiser un peu le tout et qui n'ont pas forcément, accès à, ou qui n'ont pas eu accès à cette façon de penser. Donc, j'espère qu'à travers ce podcast, il y en a qui vont un peu ouvrir les yeux et organiser un peu le truc, tu vois. Mais malheureusement, je pense que c'est le plus gros problème aujourd'hui avec le monde du CrossFit, malgré le fait que à la base, c'est un truc qui est cool, tu vois. C'est un truc qui est bien et qui, comme tu l'as dit, la philosophie est plutôt bien put together quand tu réfléchis. Ouais, très bien formulé et l'aspect communautaire que tu as mentionné plus tôt aussi, qui pour moi est super important quand on parle de gens qui peut-être partent de rien et veulent se lancer dans une aventure pour devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, devenir mieux physiquement. Et c'est un environnement qui te donne envie d'y retourner. Contrairement à une Global Gym où ouais, tu as des machines et ouais, ils ne te forcent pas à faire des snatchs et des muscle-up, mais tu as l'envers du décor où tu as des mouvements très très simples que tout le monde peut faire. Tout le monde chie sur les machines, mais moi j'adore les machines dans ce sens-là parce que c'est super simple à utiliser. Tu peux pas faire faux. Exact. Après, avec les limitations qu'elles ont, mais ça peut être très très bénéfique pour beaucoup de monde. L'aspect communautaire du CrossFit et ce dont tu parlais de séparer un petit peu ces deux choses, je pense que les meilleurs coachs le font dans le sens où ils ont des programmations complètement différentes, suivant si tu es dans la filière athlétique et sportive ou si tu es dans la filière grand public. Et ta programmation du grand public, il n'y a pas de muscle up pour le grand public parce que c'est un exercice arbitraire que CrossFit a décidé qu'ils allaient intégrer aux Games et du coup, tout le monde doit faire des muscle up. Je veux dire, Yeah. c'est la pire des idées possibles, si on veut, d'imposer des mouvements ouais, encore une fois, complètement arbitraire à des gens qui ont pas les prérequis. Donc, comme tu as dit, faire des classes avec des ring rows, avec des choses comme ça, qui restent dans les compétences générales de la plupart des gens pour qu'ils, un, en tirent le plus de bénéfices possible et deux, qu'ils ne se blessent pas dans le processus, ça permet d'avoir quelque chose d'équilibré. Mais voilà, encore une fois, comme tu as dit, ça prend du temps, ça prend des efforts parce que maintenant, tu as deux progs plutôt que d'en avoir une. Et c'est beaucoup plus facile de dire, bah, vous faites tous la même chose. Et puis, comme tu as dit, si vous ne faites pas avec 60, vous faites avec 30 ou avec la barre vide. Mais au final, ce n'est pas ça de ce dont les gens ont besoin, quoi. Non, mais continuez, les gars, ils payent mon loyer, donc qu'ils continuent comme ça, c'est pas plus mal. Continuez, les mecs. Pour finir sur une note positive, même si je pense qu'on a été assez équilibré dans notre trash talk des 30 dernières minutes, quelles sont les choses dont tu te réjouis vraiment qui sortent ces jours-ci sur les réseaux, les choses positives que tu vois dans le monde du fitness, que tu encourages, que tu supportes et que tu veux voir plus à l'avenir? Euh, les choses positives que je vois sur les réseaux. Écoute, moi, je vois pas mal de choses positives dans le sens où je vois de la bonne information qui est partagée parce que j'essaie de suivre uniquement les gens qui partagent de la bonne information. Donc, j'espère que les coachs vont continuer à partager de la bonne information parce qu'il y a de l'échange, il y a de l'apprentissage et du partage. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc j'aime bien ce que toi tu fais, c'est vraiment bien. J'aime bien il y a plusieurs comptes que je suis qui je trouve qui sont intéressants. Tu vois, je peux lire, je passe du temps à lire les captions, je peux regarder Mhm. les vidéos, etc. parce que c'est de la bonne information. Donc ça, je vais toujours être content. Comme je l'ai dit, moi j'ai envie d'avoir plus de coachs qui give a fuck, tu vois, c'est un peu ça l'idée, et qui aiment et qui sont passionnés par ce métier, tu vois. Parce que c'est tout ce que je veux voir. Je veux surtout pas que le message soit mal interprété. Tu sais qu'on fait ce trash talk. Au final, c'est qu'on est des gens passionnés et qu'on passe du temps à vouloir s'améliorer et qu'on ne veut pas accepter cette médiocrité Mhm. et on ne veut pas accepter le fait que quelqu'un au final vienne salir quelque part l'image de notre métier parce qu'on y accorde beaucoup d'importance. Mhm. Et comme pour toi et pour moi, eh bien c'est une carrière, c'est ce que je dis, c'est pas un side hustle. Mhm. Et on accorde l'importance, donc c'est normal qu'au bout d'un moment, on soit un peu frustré de voir, en tout cas je parle en ma personne,
de voir ce genre de mauvaises informations qui sont propagées, ou des gens qui ont l'audace de s'appeler préparateurs de CSA alors qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas mis les heures, tu vois, tu vois, tu dois gagner ce titre, tu vois. C'est pas quelque chose que tu acquéris juste parce que tu crois que tu sais. Non, Mhm. part du principe que tu sais pas, et c'est ça l'idée. Donc voilà, c'est ce que j'aime voir, c'est voir des coachs qui give a shit, et moi je suis toujours prêt à connecter, et contrairement à ce qu'on croit, même si on partage pas les mêmes pensées, si je vois que tu es quelqu'un qui, voilà, qui accorde de l'importance à ce que tu fais, et, euh, et je vais dire, OK, c'est intéressant. C'est intéressant, tu as ton point de vue, j'ai mon point de vue. Et le plus important, c'est que l'idée, c'est de toujours fournir le meilleur service à nos clients. Et ça, je le vois, peu importe qu'on partage la même philosophie de pensée ou pas. Donc Ouais, voilà. je vais terminer là-dessus. Je pense que c'est un point qui est pour moi un des plus importants, c'est de être d'accord, de ne pas être d'accord. Quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à faire ces jours-ci avec la polarisation, que ce soit au niveau social, politique, fitness. Je veux dire, dans tous les domaines, on part de plus en plus loin dans les extrêmes, alors qu'au final, il faut de tout pour faire un monde. Et c'est la sauce qu'on fait au milieu avec les avis divergents qui font que on fait avancer les choses. Mais la difficulté de mettre son ego de côté quand tu parles des idées que tu as, des concepts, des systèmes que tu as, de ne pas être trop romantique et trop ancré et marié à tes idées pour Mhm. pouvoir, ben, s'il faut, les changer, les laisser partir et en ramener des nouvelles et des meilleures. Je pense que si je souhaite une chose, c'est vraiment ça. Mais je pense que Mhm. ça passe par des conversations comme ça aussi, avec sur des sujets peut-être difficiles sur lesquels on n'est pas d'accord. Et avoir, comme tu as dit, le respect et la bonne foi, c'est la fondation pour une bonne conversation. Et le Mhm. plus on va pouvoir continuer à faire ça, autant toi sur ton podcast et les réseaux, ce que tu fais, et moi j'essaie de tirer le chariot de mon côté pour faire pareil, c'est vraiment développer ce côté communication, network, parce qu'au final, on n'aura jamais assez de temps de manière individuelle pour tout apprendre et tout connaître. Et donc, on sera toujours plus forts tous ensemble. Ça, c'est sûr, hein. Mais je tiens juste à dire, parce que je finis toujours avec une note un peu pour me moquer. Mais si on n'est pas d'accord, il faut savoir dire pourquoi. OK? C'est ça, Il ne c'est suffit pas ça. juste de dire je ne suis pas d'accord. Ou, il faut savoir expliquer. OK? Il ne faut pas juste dire parce que. Mhm. C'est juste mon seul truc, parce que je le vois la dernière fois, il y en avait dans mes commentaires. J'ai vu que tu avais you jumped in, et c'était là, oui, mais pourquoi? Oui, parce que. OK, on n'est pas d'accord. Oui, mais pourquoi on n'est pas d'accord? Si tu ne sais pas argumenter ton point, Mhm. c'est qu'en fait, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais voilà, c'est la suite pour un prochain épisode. Kev, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir. Pour ceux qui ne te suivent pas encore, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Yes, merci encore de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de chatter avec toi. Alors, on peut me retrouver principalement sur Instagram, at kswiss_fit, comme fitness. Et on a mon podcast également qui s'appelle le K-Swiss Show Podcast. J'ai commencé à être un peu plus présent sur YouTube également, Kevin Ferreira. Voilà. Super. Pour tous ceux qui écoutent ou regardent, vous savez ce que vous avez à faire. Allez suivre Kevin sur Instagram, sur votre plateforme de podcast préférée et sur YouTube. Et à tout bientôt pour une prochaine conversation, Kevin. À tout bientôt. Peace.